Radio J. Les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun. Radio J. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Mon invité aujourd'hui, nous avons tous au moins une fois dans notre vie déjeuné avec lui. Voilà en effet quelques 25 ans que ce monsieur s'invite régulièrement à 13h dans tous les foyers de France et de Navarre. Si j'ajoute que 12 années durant, de France Inter à France Info en passant par RTL, ce journaliste émérite a été l'une des voix les plus prisées de la radio, vous comprendrez aisément pourquoi je suis un tantinet dans mes petits souliers en interviewant aujourd'hui. C'est monsieur Jacques Legros que j'ai le plaisir de recevoir au micro de Radio J. Bonjour Jacques, comment ça va ? Bonjour Frédéric, très bien, merci. Alors Jacques, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Pour votre actualité avant toute chose, parce que là je viens de passer une petite semaine avec vous, mais une petite semaine en tout bien tout honneur avec vous, et cette actualité c'est un livre, une autobiographie, ce n'est pas une autobiographie. Pas tout à fait. C'est pas une autobiographie, c'est un livre de témoignages. Jacques Legros, derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias, aux éditions du Rocher. Vous dites de cet ouvrage justement, précisément, que ce n'est pas une autobiographie, vous entendez par là pas le reflet complaisant de votre miroir. Ce livre, vous le portiez depuis longtemps, vous ? J'ai envie de dire depuis que je fais ce métier, donc même un peu plus de 40 ans, parce que déjà petit je rêvais de le faire, mais j'ai éprouvé un besoin. Vous savez Frédéric, il y a un moment dans la vie, il y a des choses qui s'imposent. Oui. On n'y est pas arrivé jusque-là, et puis un jour on y arrive, on ne sait pas pourquoi. C'est le jour où. Et un jour je me suis mis à écrire, puis à chercher un éditeur, et puis après, quand on a signé un contrat avec un éditeur, oui, il faut le respecter. Il faut y aller. Ce n'est pas votre premier ouvrage. Non, j'ai écrit un livre sur le vin, qui est une autre passion, et puis un autre qui est de Georges Truffaut, une biographie de Georges Truffaut, parce que personne ne le connaissait, que ça m'intéressait pour cette raison. Et Georges Truffaut, j'ai découvert, c'est les magasins, enfin c'est pas les magasins Truffaut, mais c'est le nom au moins, bien sûr, qui est resté à travers les magasins. Et cet homme a fait des choses incroyables. Il a inventé, on lui reprocherait aujourd'hui la chimie pour les plantes, mais à l'époque c'était révolutionnaire. Il a imaginé les jardins de cantonnement pendant la Première Guerre mondiale pour alimenter de produits frais les soldats dans les tranchées. Ce qui était totalement révolutionnaire aussi. Absolument, parce que en face il le faisait, mais pas nous. Oui. Il a travaillé avec Marie Curie sur la radioactivité. Enfin bon, un homme incroyable. Et du coup, voilà, ça a fait les secrets de Monsieur Truffaut. Et c'est lui aussi qui, à Giverny, a alimenté le jardin de Giverny de Claude Monet, de toutes ses semences et tout. Et la couverture du livre, c'est la photo de Claude Monet et de Georges Truffaut. Et donc, après avoir voulu mettre en lumière ce que nous connaissions moins, ce que vous faites d'ailleurs dans votre métier de journaliste depuis maintenant plus de 40 ans, là, c'est vous qu'on découvre derrière ce livre. Et je voudrais raconter à nos auditeurs comment nous nous sommes rencontrés. Il y avait le salon du livre du Touquet il y a quelques mois. Je vous avais trouvé fort sympathique. Nous nous y étions déjà rencontrés une fois chez notre ami commun Jacques Pessis. Oui. Vous sortiez de son studio de radio et j'y entrais. Et à la lecture de votre livre, pudique et sans langue de bois, ça m'a donné envie de mieux vous connaître et de mieux vous faire connaître à nos auditeurs. Jacques, le journalisme, vous y êtes arrivé relativement tardivement. Vous avez eu un vrai premier métier qui était ingénieur. Non, j'ai eu des faux premiers métiers. Ingénieur, vous l'avez été quand même. Oui, mais bon, c'était surtout un titre. Et en fait, c'est que j'ai fait mon service militaire comme scientifique du contingent. Oui. Pour des tas de raisons, plus ou moins scientifiques d'ailleurs, c'est que aussi je travaillais beaucoup avec le général Gallois à la Sorbonne, dans un 3e cycle en stratégie nucléaire. Bon, et c'est le général qui m'a dit, Gallois qui est un homme exceptionnel, qui travaillait chez Dassault, conseiller Dassaut, c'est lui qui avait conseillé le général de Gaulle pendant la traversée du désert sur l'armement atomique. D'accord. Et le blocage de l'atome dans les conflits. Et c'est dire si le monsieur était connaisseur en la matière. Oui, il avait fait le blocus de Berlin aux commandes de son avion. Enfin, c'était un vrai grand homme. Hein. Oui. Et on s'était liés d'amitié, et c'est lui qui m'avait dit, mais tu devrais faire ça. À chaque fois, c'est mes rencontres qui m'ont fait prendre des décisions, et lui m'avait dit, tu devrais faire ça, et comme étude, etc. Et puis, j'ai fait mon service militaire comme scientifique du contingent, trouvant pas de travail. À la sortie, je suis resté pendant 4 ans à la DGA, Délégation Générale à l'armement. Et c'est une amie qui vous dit un jour, si tu ne fais pas ta passion du journalisme, si tu n'exerces pas ta passion du journalisme maintenant, tu vas le regretter toute ta vie. Et ça a fait un déclic dans ma tête, parce
parce que j'avais enterré le projet. Et là, je me suis réveillé brutalement et je me suis dit, c'est vrai, je devais avoir 32 ans. Oui, à peu près. à l'aube de la trentaine, quoi. Après. Oui, à l'aube. Au seuil au seuil passé de la trentaine. Juste après l'aube. Et je suis réveillé brutalement. Et c'est là où je me suis dit, mais elle a raison. Où je passe à côté de ma vie. Où j'y vais. Celle que je voulais. Où j'y vais, je prends un risque, mais qui ne prend pas de risque ne fait rien. Et vous connaissez le vieil adage. Oui. Quand on ne risque rien, on est sûr de perdre. Quand on risque, on peut perdre. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qui vous rend, après plus de 40 ans d'exercice, radio, presse écrite, télé, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans l'exercice de votre métier aujourd'hui ? La passion du public. C'est-à-dire d'être un passeur, alors le mot n'existe pas, mais c'est un explicateur. Un explicateur, un vulgarisateur, pour prendre un mot extrêmement laid. Oui, mais dans vulgariser, il y a vulgaire. Enfin, oui. Voilà, c'est connoté péjorativement. Et donc j'aime essayer de faire en sorte qu'on comprenne mieux le sens des choses, qu'on aille au bout de ce qu'on survole trop facilement aujourd'hui. La transmission, c'est votre truc. La transmission, oui. C'est votre truc, vous donnez des cours vous enseignez. Vous l'avez fait. Je l'ai fait, très mal. Ah bon, vous n'êtes pas fin pédagogue ? Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de promouvoir la réflexion, promouvoir le recul sur les choses, promouvoir le temps qui passe et qu'on a oublié. Promouvoir la prise de hauteur sur ce qu'on regarde aujourd'hui. On pense que de parler permet d'exister. Non, d'observer, de réfléchir, de nourrir sa réflexion et de parler éventuellement d'exprimer permet d'exister. Ce que j'ai vraiment adoré est dans votre livre et voilà, on n'est pas là, c'est pas le genre de la maison de se passer la brosse à reluire. Ce que j'ai vraiment aimé dans votre livre, c'est l'élégance. C'est l'élégance de votre écriture. Vous dites les choses sans langue de bois, et c'est toujours... Enfin, on entend même ce que vous ne dites pas dans ce livre. C'est toujours avec beaucoup de mesure, c'est toujours fait avec beaucoup, je reprends le mot, élégance, parce que je trouve qu'il vous caractérise assez bien. Ça me fait plaisir. Et c'est vraiment... Vous découvrez en lisant ce livre, vous découvrez toute une partie qu'on ne connaît pas, ces coulisses qui font tant rêver. Et là, on les voit avec. C'est pas embelli, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est pas de la poudre aux yeux. On voit vraiment la réalité d'un métier et l'effort et le travail qu'il faut fournir pour pouvoir accéder à ces postes-là. Et ça, je trouve ça, pour les jeunes générations qui rêvent de faire ce métier, je le conseille, ce livre. Alors, j'ai beaucoup pensé aux jeunes, effectivement, en l'écrivant, parce qu'aujourd'hui, ils sont nourris aux réseaux sociaux, qui ne sont pas toujours les meilleurs exemples, même si je rétablis la vérité. Oui, il y a tout un chapitre extrêmement juste là-dessus. Bon, grâce à eux, on a des nouvelles de l'Iran, de l'Afghanistan, de l'Ukraine, etc. Bon. Mais il y a aussi une perversité des réseaux, c'est à ça que je m'attaque, et j'ai pensé aussi que c'était parce que j'ose beaucoup dans ce que je raconte et dans mon évolution, j'ai souvent osé, à chaque fois qu'une aventure se présentait, plutôt que de dire non mais là je suis bien à France Inter, tranquille, je fais le journal de 7h le matin, et puis une aventure se présente. Et quand Jérôme Bellet vous appelle pour aller faire France Info, je ne savais pas que c'était France Info, personne ne le savait, on est parti d'une feuille blanche. Oui. Voilà. Idem quand j'étais à RTL, très confortablement, à faire la matinale, etc. Et le journal inattendu beaucoup, LCI se pointe et j'y fonce. Bon, voilà, et ainsi de suite. Et c'est toujours comme ça, et ma vie, ça a toujours été comme ça. Jusqu'ici, j'ai gagné mes paris, mais j'aurais pu les perdre. Vous les avez gagnés. Oui, je les ai gagnés, mais je pense que même si je les avais perdus, ou perdu certains, vous les auriez gagnés quand même. Pas. Voilà, exactement. Jacques, vous connaissez le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse de me souffler à l'oreille 5 chansons qui ont compté pour vous, et nous allons, comme ça, ainsi bavarder à bâton rompu au gré de vos préférences musicales. La chanson, elle a toujours fait partie de votre vie ? La musique.
La musique a toujours fait Oui, partie de votre vie. oui. La chanson, non. Les paroles, elles viennent après. La musique classique, la musique de jazz. Les paroles, j'aime bien écrire, mais je tombe vite dans le poème plus que dans les paroles de chansons. D'accord. J'ai du mal à... Bon, vous savez qu'il y a plein de poèmes qui sont devenus de grandes paroles de chansons. Certes, certes. Mais si, non, j'aime les mots, j'aime la poésie, j'aime la musique des mots et la musique tout court. On écoutait quoi chez vous dans votre Pas-de-Calais natal? Mes parents, rien. Non, d'accord. Puis moi, j'avais les vedettes de l'époque. Qui étaient je cherche justement. Les années 60. C'était les yéyés, Voilà. mais il y avait qui j'écoutais. Il y avait Françoise Hardy, il y avait Sylvie Vartan. Enfin bon, toutes les vedettes toutes les vedettes de l'époque. Et puis, mais moi, j'écoutais beaucoup de musique classique. D'accord, c'était votre J'étais culture, passionné par Bach, d'accord. par Tchaïkovski, et Bizet un peu. Le duo des pêcheurs de perles, par exemple, je le passais en boucle sur mon petit micro-sillon portable, ce qui était une révolution. Hein. Parce que, vous savez, dans les 40 ans, il y a une sacrée évolution. De la musique. Et quand je dis de tout, et quand je dis aux gamins que on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas d'internet, on n'avait rien. La musique n'était pas itinérante. La musique, c'était... On se mettait devant un électrophone et l'électrophone, oui, je cherchais le mot. Familial. Le tépaz. Le tépaz, qui était un meuble, et on le regardait comme on regarde une télévision, un écran de télévision. Même la cassette est arrivée beaucoup plus tard. Le Walkman est arrivé beaucoup plus tard. Le Walkman, c'est 79, et la cassette, c'est la fin des années 60. Ouais. Donc moi, j'écoutais beaucoup de musique classique. Alors, justement, autant le dire tout de suite, bien que fils d'enseignant, le lycée, l'école et vous, c'était pas franchement une grande histoire d'amour. C'était divorce au premier regard. D'accord. Ceci est bien dit. Est-ce que dans des périodes difficiles de votre adolescence, que vous viviez avec plus de difficultés que d'autres, notamment, il y a une scène qui est absolument épouvantable dans votre livre, épouvantable dans la dureté qu'elle relate, des humiliations scolaires avec un proviseur qui était franchement un fou furieux, qui était plus digne d'être dans les abattoirs que dans un lycée. Est-ce qu'il vous est arrivé de trouver dans la musique un réconfort que vous ne trouviez pas ailleurs? Que dans la musique. Que dans la musique. Que dans la musique. Et merci la musique. Merci la musique. Je ne sais pas si elle m'a sauvé, mais elle m'a élevé. Elle m'a fait dépasser le réel. Et voir une petite lumière d'espoir. Elle m'a transporté dans un imaginaire que j'imaginais beau. Oui. L'imaginaire que j'imaginais, c'est pas mal ça. On l'imagine souvent, l'imaginaire. et franchement, la musique pour moi, c'est l'art supérieur. Je veux pas comparer peinture, musique, parce que je suis tellement admiratif de tous les artistes et de toutes les formes d'art. Mais pour moi, la musique, à titre personnel, la musique est l'art supérieur qui, je veux dire, si un jour la paix dans ce monde, sur cette terre vient, ce sera par la musique. Une belle parole, ça tient. Je partage totalement votre avis, mais ça fait plaisir de l'entendre. Votre premier choix musical, Jacques, nous ramène en 1968, où un certain Barry Ryan, chanteur pop britannique, triomphe partout en Europe, avec une chanson composée et très richement orchestrée pour l'époque, par son frère jumeau, Paul. Ils travaillaient à deux, ces deux-là. Au départ, ils étaient un duo, puis ils se sont aperçus vite qu'il y en avait un qui était mieux derrière et un mieux devant. Et le titre, c'était Héloïse. Alors, à moins d'avoir vécu en 1968 les événements du mois de mai sur la planète Mars, on ne peut pas être passé à côté de cette chanson. Toutes les radios diffusaient ça à tour de bras. Jacques, et pourquoi ce titre? Cette chanson, elle évoque quoi pour vous? Elle évoque d'abord mon adolescence. Vous aviez 17 ans? Ouais. Donc, c'est l'âge des premières amours, des premières sorties, etc. Et donc, il y avait une seule boîte pas très loin de chez moi, et on y allait pas très souvent, je l'avoue, mais enfin bon, on m'y emmenait parfois, et on entendait Héloïse à tour de bras. Et ce que j'aime dans Héloïse, c'est cette composition façon opéra. Totalement. Pour moi, c'est déjà un opéra. Et dans sa structure, dans ses moments. Il y a les prémices de ce que va faire ensuite Freddie Mercury avec Queen. Exactement. Et pour l'époque, où
honnêtement, les 45 tours, pour reprendre un terme qui n'a plus cours aujourd'hui, elles s'enregistraient très vite et en une journée, on mettait 4 titres en boîte. Là, ils ont dû sacrément bosser. Et puis ça sortait des petites chansons yéyé. Bien sûr. D'un seul coup, on avait une œuvre musicale, une vraie œuvre musicale. Alors, il y a quelqu'un en France qui l'a reprise, cette chanson. Attendez, c'est qui j'ai oublié. Un petit blond qui sautillait partout. Claude François. Claude François. Alors, je vous propose, on va bien sûr écouter votre version, qui est votre choix, et puis allez, pour le clin d'œil, l'adaptation française de Claude François. On écoute les deux. Héloïse Barry Ryan, le choix de Jacques Legros dans les chansons de ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous préférez la version anglo-saxonne à la version française. Je ne sais pas pourquoi, mais oui. Alors, pour la petite histoire, Barry Ryan a arrêté de chanter en 70. En fait, il n'a pas fait énormément de succès. Non, ça reste son plus gros succès. Oui. Il était énorme. La petite histoire veut qu'il aurait été brûlé au visage en 1969 lors d'une séance photo. Et il nous a quittés définitivement le 28 septembre 2021. Héloïse, quand même, ça laisse rêveur quand on voit les chiffres de vente actuels. À l'époque, 5 millions de disques vendus. C'est énorme quand même. Jacques, j'imagine que tout au long de votre carrière, vous avez dû rencontrer des tas d'artistes, des tas de chanteurs à la télé comme à la radio. Quels sont ceux qui vous ont le plus bluffé, qui ont été pour vous les meilleurs clients, comme on dit dans d'autres métiers? J'ai eu beaucoup de meilleurs clients, oui. De bons clients tout court, rarement des artistes, rarement des comédiens, rarement des chanteurs. Je pourrais ajouter rarement des politiques, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons qu'on peut tout à fait imaginer. Mais il n'y a pas un artiste que vous aviez envie de rencontrer et que vous avez retrouvé à votre micro. Je pense, vous savez, c'est comme un footballeur, il a l'intelligence au bout du pied. Oui. Un artiste, il a l'intelligence dans son art. Oui. Et quand on est face à un exercice qui est un exercice plus intellectuel, enfin, je veux dire, on fait marcher sa tête et ses idées, etc., ils sont pas armés pour ça. Et ils sont tellement égocentriques, ces gens-là ne pensent tellement qu'à eux qu'ils en perdent la spontanéité et la générosité. Pour s'adresser à des gens, il faut être généreux, il faut avoir envie de leur parler. Il y a des artistes qui ont envie de parler, il y a des artistes qui ont envie de partager. Bien sûr qu'il y en a, évidemment. Il y en a même qu'on ne peut pas arrêter. Lucchini, il est brillantissime et on ne peut pas l'arrêter. Lui, il en a fait un business. Il en a fait un business. C'est autre chose. Non, mais bien sûr, je les ai tous vus passer. Au hasard, avec Patrick Bruel, un journal inattendu, ça s'était bien passé. Avec Serge Lama, c'était un moment grandiose. J'imagine. Quel merveilleux homme. Et quel homme généreux, pour le coup. Un homme plein de générosité. C'est vraiment quelqu'un. Je m'étais même fait engueuler par la direction de RTL parce qu'on avait fait croire que je n'étais pas là, que j'étais en retard et que c'est Serge Lama qui a commencé le journal. Et moi, j'étais derrière, évidemment. Vous l'avez laissé faire. Oui, mais Olivier Mazerolle, le directeur de la rédaction à l'époque, m'a dit quand même, là, tu pousses le bouchon un peu loin. et puis alors, vraiment, pour le connaître bien, c'est vraiment quelqu'un, alors effectivement, qui est certainement très concerné par son art, mais qui n'hésite jamais à tendre la main à des confrères qu'il juge talentueux. Et c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute de ce qui arrive, de ce qui se fait, avec une vraie générosité. Et non pas une générosité de feinte. Oui. De circonstances. À lire votre ouvrage, je crois que alors on a parlé des meilleurs clients. Le pire souvenir, j'ai beaucoup rigolé en lisant ces pages. J'imaginais votre embarras. Un de vos pires souvenirs, c'est l'ITV, c'est l'interview de Colline Serrault pour le journal inattendu d'RTL, alors qu'elle venait faire la promo de son film La Crise. Oui, elle venait faire la promo et son attaché de presse lui avait honteusement menti et lui avait dit écoute non, c'est une interview à RTL, ça va prendre 2 minutes quoi. Et en fait, elle s'est retrouvée autour, comme ici, autour d'une table avec des micros, des gens autour, et donc elle a commencé par faire la gueule, comme on dit. Elle ne vous répond pas. Elle ne répond pas. Elle me tourne le dos. Elle me tourne le dos. Et on fait comment dans ces cas-là? On est en direct, c'est samedi midi. Déjà, on essaye de comprendre. Bon, on s'est dit là, il y a un problème. Mais quel problème? Et l'attaché de presse était là, le mec était au fond, dans un canapé au fond. Et un moment, je me tourne vers elle, je la regarde, elle était un peu pâle. J'imagine. Et ça a duré un bon moment, jusqu'à ce qu'on
on me sauve la mise parce que du coup je m'adressais aux invités et c'est à eux que je posais. C'est Vincent Lindon qui sauve la blague quoi ce jour-là. C'est Vincent Lindon qui lui était plus blanc que moi encore et il se disait mais on va où là, qu'est-ce qui se passe, bon, et lui non plus ne savait pas et donc c'est à lui que je m'adressais pour répondre aux questions que Colline Serrault auquel elle ne voulait pas répondre. Elle voulait pas répondre et du coup on a sauvé la première partie comme ça, puis à un moment je me suis énervé, j'ai dit écoutez c'est votre film, maintenant si vous voulez pas en parler vous sortez. Et elle a compris. Elle a compris, elle s'est excusée, oui. Elle a dit, mais on m'a dit que c'était une interview. C'est pas une raison suffisante, désolé. Bien sûr. On s'adapte. Oui, on s'adapte. Dans votre livre, on ressent un vrai sens de l'éthique. Et il y a beaucoup de pudeur aussi. Vous est-il arrivé de renoncer à poser certaines questions face à un invité que vous sentiez en difficulté, en position de faiblesse? Moi, l'invité, quand je le sens mal, j'essaye d'abord de l'aider. C'est-à-dire, je ne tire pas sur l'ambulance. Et j'essaye. Je suis pas en face d'un invité pour l'invité. Je suis en face d'un invité pour ceux qui écoutent. Voilà, pour tous les autres bien en fait, plus que lui. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le ressenti des gens qui écoutent. Si ça génère un malaise, je dois dissiper le malaise. Parce que voilà, ça crée un malaise chez tout le monde, bien tous sûr. Ceux qui écoutent. Et on n'est pas là pour ça. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de révéler des propos, des idées, des parcours, des histoires. Il vous est parfois donc arrivé de dire tiens là cette question je peux pas la poser. C'est pas possible. Moi, ça m'est arrivé avec Brigitte Macron assez récemment. Oui. Où il y avait toute une actualité. Elle venait pour les pièces jaunes, pas cette année, l'année précédente. Et les pièces jaunes, on n'a pas grand-chose à dire. Oui. On préfère interroger les parents d'enfants malades, voilà, ceux qui sont concernés. Que Brigitte Macron, bon, elle est la marraine, mais c'est très bien. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et puis il y avait ces rumeurs atroces, abominables. Elle est née homme, enfin, etc. Puis il faut dire que son mari, il n'avait pas trop aidé non plus, en disant j'emmerde les non-vaccinés. Les anti-vax. Et donc, je ne pouvais pas me lancer dans l'interview sans la prévenir. Et vous l'avez prévenu donc? Je l'ai prévenu, je lui ai dit, Madame Macron, ces rumeurs, elle me dit, ça m'arrange en effet si vous l'abordez. Ah bon, pourquoi? Parce que je vais porter plainte et que je tiens à le dire. Si vous êtes d'accord, on y va, mais je dois contextualiser les choses parce que ceux qui ne sont pas au courant vont rien comprendre. Bien sûr. Donc j'ai raconté ça, mais j'avoue que les mots sortaient pas facilement quand même. J'imagine. Mais c'est pas parce que c'était Madame Macron, c'est parce que c'était une femme et mon invité, et que c'était crapoteux, que c'est pas mon style. Il y a un passage, Jacques, dans votre livre qui m'a beaucoup ému. C'est lorsque dans les années 80, après un terrible coup de grisou, vous vous retrouvez à devoir interviewer les parents d'un jeune mineur de 18 ans, mort au fond du trou. Ça reste l'un des moments les plus émouvants de votre carrière, ça? D'abord parce que je suis un enfant de la mine. Bon, pas à l'Est, mais le Nord. Oui. Là, c'était à l'Est. Là, c'était dans l'Est, c'était à Fremin-Merlebac, oui. Le Puy-Simon. Et 22 jeunes mineurs morts au fond. Et c'est un univers que j'ai toujours côtoyé, connu, dont je connaissais la grandeur et les souffrances. Oui. C'était la classe ouvrière dans le sens le plus noble du terme. Celle dont on se demande si elle existe encore quelque part aujourd'hui. Parce que ouvrier, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, alors que c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc j'avais cette fierté en moi de connaître ce milieu. Et j'y ai passé 2 semaines à Fremin-Merlebac avec beaucoup de pudeur. On va pas rentrer dans tous les détails, mais plutôt que d'aller interviewer, de mettre le micro sous le nez de parents qui venaient de perdre leur enfant, moi je décrivais. Je gardais mes distances et je décrivais. Mais avant de partir, j'étais allé dans une famille qui le souhaitait. C'est ça, c'est les parents de ce jeune homme le parent, qui fils unique, 18 ans, mort au fond. Il voulait témoigner. Il a vous demandé à votre technicien de rester dans la voiture. Oui, je lui ai demandé de rester. Ouais, donc je suis allé avec mon petit Nagra tout seul.
Et donc on a parlé, ils avaient nettoyé, lavé la maison à grande eau. Ils vous avaient reçu. Ils recevaient la radio, vous imaginez. Bon, enfin, Bien sûr. c'est magnifique, quoi. C'est beau. Bon. Et puis l'après-midi, on a chialé comme des fous. Et l'après-midi, en rentrant, on me dit, tu peux passer à l'Élysée, il y a Mitterrand qui veut dire un mot. Et vous passez de la mine au perron de l'Élysée. J'étais à 1 mètre du président et j'en avais... Rien à faire. Vous n'avez même pas écouté. Je dis même rien à foutre. Oui, moi, j'étais poli. Jacques, on continue notre promenade au pays de vos préférences musicales. On reste dans les années 70 avec peut-être l'une des plus belles chansons d'Elton John. Cette chanson, c'est Your Song. Pour la petite histoire, c'est l'une des premières qu'il a écrites avec son parolier fétiche, Bernie Taupin. À l'époque, Elton John est un peu rondouillard, un peu dégarni. Il s'appelle non pas Elton John, mais Reginald Kenneth Dwight. Et il répond à une petite annonce. Il arrive avec des compositions. Il a toujours eu envie de composer, mais il n'a pas de texte. Et le directeur artistique qui le reçoit ce jour-là, dans ce tout petit studio, il a vraiment une idée de génie qui va un peu changer la face de la pop moderne. Il voit ce petit bonhomme qui ressemble à rien. Il l'envisage pas du tout en tant que chanteur au début. Il l'envisage en tant que compositeur. Il entend des mélodies qu'on n'a pas entendues depuis longtemps. Et puis il lui donne un paquet de textes en disant, tiens, regarde, il y a un mec qui est venu ce matin, il avait ça sur son bureau, je crois que c'est pas mal, il s'appelle Bernie Taupin, appelle-le. Et il lui file les textes. Donc, l'un des premiers textes, c'est Your Song. Et cette chanson est née comme ça. Et ce couple, il y a eu Elton John, Bernie Taupin, comme il y a eu précédemment Paul McCartney et John Lennon. Ça fait vraiment partie des grands mariages, des moitiés d'orange qui se rencontrent pour donner à la chanson et à la musique ses plus belles œuvres. Cette chanson, elle représente quoi pour vous ? Mon fils. Gabriel. Alors lui, il est musicien. Alors d'abord, un mot sur Elton John, parce que d'abord, c'est un mélodiste. Magnifique. C'est somptueux. C'est en 5 notes. Et moi, j'ai toujours entendu dire on peut appuyer sur les touches d'un piano, c'est de la musique ou c'est du bruit. Ça dépend de l'âme qu'on y met. Lui, c'est de la musique. Et mon fils, qui est musicien, qui est pianiste, qui chante divinement, qui prépare l'entrée aux écoles de musique américaines, justement, en ce moment. Et qui veut donc en faire son métier. Et récemment, c'était il y a une semaine, il a été auditionné à la New York University Music. Et on lui a dit tu veux bien chanter quelque chose ? Il a dit oui, Elton John, ça vous va ? Ah oui, très bien. Your Song ? Ah oui, très très bien. Et quelqu'un s'est déplacé pour aller au piano. Et Gabriel a dit un accompagnateur. Et Gabriel a dit non, si vous permettez, c'est moi qui vais jouer. Et quand Gabriel chante et joue Your Song, moi j'existe plus. Il aura les résultats quand qu'on lui envoie des bonnes ondes 1er avril, je crois. 1er avril. Écoutez, on n'a plus, il y a plus qu'un mois et demi à patienter. Oui, et puis a priori, ça s'est bien passé. Quand à la fin, le jury dit on espère vraiment vous revoir. On y croit. On commence à y croire un peu, oui. Alors, pour Gabriel, Your Song, et moi, vous savez, j'aime bien un petit peu comme ça vous surprendre une petite pépite. Vous connaissez la version française de Your Song ? C'est Claude François ? Non, c'est pas Claude François. C'est Michel Delpech. Delpech qui a eu adapté tout Paul Simon et qui, quelques années avant l'album dédié à Paul Simon, il s'était attaqué, c'est le mot, il s'était attaqué à Elton John. Oui, mais une jolie voix, Michel Delpech. Il a une magnifique voix. Les paroles, je vous laisse juger. On écoute. Elton John, Your Song, le choix de Jacques Legros dans les chansons de ma vie sur Radio J. Elton John, une star internationale qui continue à quelques 75 printemps. Ce sont vraiment des printemps chez lui. J'ai toujours des billets pour aller l'écouter à Bercy, mais comme le concert a été reporté. Au printemps dernier, il y a eu un magnifique concert. Oui, mais là, j'en ai encore un autre à venir, il paraît. Ah, vous en avez encore à venir. J'ai acheté les billets. Vous allez passer un magnifique moment. Vous allez passer un magnifique moment. Quand on entre à 13h, dans le foyer de 5 millions de Français, la notoriété, Jacques, on la vit comment ? La reconnaissance dans la rue, ces gens qui vous demandent des selfies, ça se vit comment au quotidien ? Au tout début, on est flatté. Mm-hmm. Après, on s'habitue. Et à la fin, on est gentil, simplement. C'est-à-dire que... Moi, je pense que vous avez toujours été gentil, vous.
Oui, non, mais j'ai toujours été gentil. Vous dites à la fin, mais... on est non, gentil. Non, mais on est plus... On a l'impression que vous étiez méchant. Non. Au début, on met des claques, à la fin, on est gentil. Non, je te suis mal exprimé. Non, j'ai toujours été gentil, mais parfois, on peut concevoir que ça dérange un peu quand on n'en a pas envie. Mais moi, j'estime que si on ne peut pas accepter ça, on change de métier. Et c'est toujours tellement... Alors, c'est à 90% tellement gentil. Parfois, c'est un peu envahissant. Parfois, c'est pas très poli. Pour mon épouse, par exemple. Oui. Mais maintenant, elle a trouvé le truc, c'est elle qui fait la photo plutôt que le selfie. Elle me dit, au moins, je me rends utile. Et puis maintenant, c'est elle la star, donc dans son domaine. Donc, non, mais on le vit bien. Enfin, franchement, c'est pas un problème. Ce recul que vous avez et qu'on peut ressentir à chaque chapitre de votre ouvrage, il vous vient d'où ? On a l'impression que vous faites toujours les choses très sérieusement et très professionnellement, mais jamais sans vous prendre au sérieux. Et c'est assez rare, parce que, honnêtement, être connu, c'est une chose. Encore une fois, rentrer tous les midis par le biais de TF1, qui est quand même la chaîne de télévision la plus regardée en Europe, oui. rentrer chez les gens, on en connaît beaucoup qui sont devenus fous, honnêtement. Un paquet, oui. Qu'est-ce qui vous protège ? C'est quoi ce recul que vous avez, cette façon, ce sourire amusé que vous semblez avoir sur ce grand cirque où vous faites votre numéro dans ce cirque-là, mais tout en étant toujours un petit peu spectateur de vous-même. C'est la bonne question, la pire pour moi, ça. Frédéric, je vous remercie. Je ne vous remercie pas de m'avoir invité, Frédéric. Non, mais je crois qu'on est comme ça. J'ai une forte hiérarchie des valeurs. Alors, je vais vous donner un simple exemple. Quand je vois dans un journal en ce moment les conséquences du tremblement de terre en Turquie, en Syrie, c'est terrifiant à vivre. Moi, je suis malade. Enfin, voilà. Et qu'après on voit ce qui se passe à l'Assemblée. Je suis désolé, mais dans ma hiérarchie des valeurs, j'ai envie de péter le poste. Bien sûr, je comprends tout à fait. On dit plus le poste, on dit l'écran aujourd'hui. Je comprends tout à fait. Mais voilà, et ça, je l'ai toujours gardé. C'est une espèce de hiérarchie des valeurs qui fait que je n'oublie jamais les choses fondamentales, importantes, humaines, qui doivent passer avant tout. J'essaye de l'appliquer aussi dans le journal. Bon, alors, vous allez dire, je réponds pas à la question. Ça, c'est vrai. Si, tout à fait. En partie. Mais il y a des choses plus importantes que vous et que votre nombril, qu'en gros, c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Clair. Oui, alors là, non, mais tout est plus important, sauf pour moi, mais tout est plus important. C'est pas le cas de tout le monde. Oui. Et de le penser comme ça, et de le dire comme ça, et de l'écrire comme ça. En plus, je crois que je suis un dilettante. J'ai jamais été un bosseur. J'ose, j'ai le mot. Oui. Un peu branleur. Écoutez, quand on lit votre livre, les matinales, le lever tôt, enfin, branleur, c'est un branleur actif quand même. Il y a que ces gens-là qui travaillent vraiment. J'ai 72 ans et je travaille, mais vous êtes un amateur au sens étymologique du terme. Non, c'est celui qui aime. Oui, voilà. D'accord. Je suis quelqu'un qui aime, qui suit ses passions, qui suit ses intuitions beaucoup, qui observe beaucoup. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé en observant, simplement, donc en faisant rien, en fait. Je suis un dilettante et je cultive le dilettantisme, et je regrette que les enfants ne soient plus assez dilettantes. Garder un petit peu de temps pour regarder. Un petit peu de temps pour regarder. Moi, un Paris-Lyon en TGV, je le nez à la vitre, pas dans mon ordinateur. D'accord, et pas sur votre smartphone? Non, parce que je regarde des paysages, j'invente les vies dans les maisons, enfin, j'invente tout le temps, j'imagine tout le temps, et je pense que ça donne une habitude de recul sur les choses. J'ai beaucoup apprécié dans votre ouvrage le chapitre, celui qui a d'ailleurs fait couler le plus d'encre, dédié à Jean-Pierre Pernaut. Vous ne pratiquez pas la langue de bois, vous dites le respect que vous vous portiez mutuellement, mais vous dites aussi que vous n'étiez nullement pote et encore moins ami. Vous dites de lui que c'était et qu'il restera la dernière grande star des journaux d'info. Vous pensez que l'information telle qu'elle se pratique aujourd'hui n'est plus capable de générer de telles vedettes? L'époque n'est plus capable de générer des stars dans l'info. Parce que les chaînes info ont déstarisé les présentateurs. C'est l'info qui est... C'est l'info, et c'est la logique des choses. On incarnait beaucoup plus avant qu'aujourd'hui. Donc Jean-Pierre, en plus, avait une personnalité particulière. Oui. Il avait imaginé un journal particulier qu'on maintient en l'adaptant aux évolutions, forcément, c'est normal.
Et donc, effectivement, il restera la dernière star des journaux télé. Maintenant, nos relations étaient logiquement peu proches, puisqu'on se succédait. Et c'était un tandem. Et effectivement, donc parfois on se voyait en dehors des périodes de JT pour discuter très amicalement à la chaîne des journalistes, etc. Mais on ne sortait pas ensemble, enfin on partait pas ensemble. Il avait son mot à dire sur le choix de son joker? Pas moi. D'accord, donc c'était... De même que, mais c'est encore vrai, de la même façon que je n'ai aucun mot à dire sur les journaux de Marie-Sophie Lacaro, et inversement. Donc ça, c'est un principe... de respect. Oui, de respect mutuel qui est fondamental. Et puis un jour, il s'en est un petit peu mêlé. Voilà. Oui, donc, voilà. Mais c'était durant le confinement, voilà. C'était... Voilà. Alors, on continue en chanson, Jacques, et tiens encore un artiste, une chanson incontournable des années 70. Décidément, c'est une époque qui vous a beaucoup marqué. Ah, c'est normal. Une artiste, une chanson incontournable des années 70, des 70s, c'est Véronique Sanson, et Besoin de personne, une chanson enregistrée en 1972 sur son premier album intitulé Amoureuse, une autre magnifique chanson de Véronique. À noter que si cette chanson est signée paroles et musique par Véronique Sanson elle-même, elle est réalisée par son Pygmalion de l'époque et son amoureux de l'époque, un certain Michel Berger. Et quand on écoute bien cette chanson, et quand on écoute les premiers albums de Michel Berger qui sortaient dans l'anonymat et dans l'indifférence la plus totale à cette époque-là, on sent quand même que Berger était là. Quand même. Il y a quelque chose d'un cousinage, d'une fraternité musicale entre ces deux-là. Ah oui, c'est absolument incroyable. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu cette chanson? Cette chanson a une histoire, vraiment, pour moi. Allez-y. Parce que j'étais à RTL à l'époque. Ouais. Que dans la tranche d'information que je présentais, que j'animais, j'avais la découverte musicale. Oui. Et Monique Lemarcy dirigeait la musique à RTL, la célèbre Monique Lemarcy que j'adorais. Qui a révélé tant de talent. Et en principe, on donnait la découverte musicale à l'animateur qui la passait. Moi, j'ai dit à Monique, écoute, j'aime la musique, Monique. J'aimerais bien écouter. J'aimerais bien participer à ce choix. D'accord. Et quand j'entends Véronique Sanson, voilà, pour la première fois... Mais c'était pas Besoin de personne, parce que Besoin de personne, c'était 72. Alors, c'était quoi ? Ah, ça pouvait pas être Besoin de personne. C'est ce qui m'a surpris dans ce choix. Je me trompe de... Ou alors peut-être qu'elle a repris cette chanson dans un enregistrement public, peut-être. Elle a fait beaucoup de live, Sanson, ensuite. Oui, alors... Mais dans les années où vous étiez à RTL, on était plus sur Allah, on était plus sur Rien que de l'eau, on était plus dans les... Déjà dans une seconde période. Voilà, Vancouver, les années 80 de Véronique Sanson, quoi. Mais là, celle-là, c'est sa première chanson. Parce que moi, c'est la première fois que j'écoutais. Alors peut-être que ça devait être j'ai été séduit tout de suite. Alors c'était certainement une version live de Véronique Sanson avec un grand orchestre. Elle a fait beaucoup de Pologne. Voilà, de Prague. Et donc ça devait être cette version-là. Qu'est-ce qui vous touche chez elle en l'écoutant? C'est une musicienne, c'est toujours pareil, c'est comme Elton John, ce sont des musiciens, ces gens-là. Ce ne sont pas des interprètes, ils sont musiciens d'abord, donc ils ont une profondeur que n'ont pas les interprètes, même si certains chantent divinement bien, évidemment. Mais et puis c'est Michel Berger, comme vous le dites, Frédéric. Moi, les deux, c'était... C'est deux idoles. Ah, c'est deux idoles. Vous l'avez eu, Sanson, à votre micro? Jamais, mais je l'ai rencontré par la suite avec Philippe Labro, qu'il avait reçu dans Ombre et Lumière ou Légende, et on avait longuement discuté avec elle, et j'étais tremblant d'admiration. Alors il faut dire aussi, pour lui rendre totalement hommage, qu'elle a été la première à changer l'image de la femme dans la variété française. Jusqu'alors, dans les années 70, on demandait surtout à une interprète féminine d'avoir une jolie plastique, et puis surtout de chanter les chansons qui lui étaient écrites par des auteurs et compositeurs chevronnés. C'est la première fois qu'on voit une femme dire des mots de femme, des préoccupations de femme, de les chanter, de les interpréter, de les composer elle-même. Elle a vraiment radicalement changé le regard de la femme dans la variété française. Et puis se balancer au piano. On a l'impression que entre la main gauche et la main droite, il y a quelque chose. Balancement. Il y a une autre chanteuse qui a osé à l'époque prendre la parole. Une chanteuse, je crois que vous aimiez beaucoup, si j'ai bien lu votre livre. C'est Joël du groupe Il était une fois. Oui. Joël qui faisait partie donc du groupe Il était une fois, et qui était une interprète, qui n'écrivait pas, qui ne composait pas, qui avait ce talent formidable de porter ce groupe sur scène et sur les écrans. Ouais. Et je me souviens
justement, juste à ce moment où la parole des femmes se libérait dans la chanson, Joël, un jour, prendre la parole dans une émission de Ève Ruggieri, qui a remplacé Michel Drucker dans les rendez-vous du dimanche, et dire, voilà, moi je voulais dire que ce n'est pas parce qu'on est une nana qu'on chante et qu'on chante qu'on n'a pas de cerveau. Je voulais vraiment le préciser parce que je crois que ce 45 tours, j'ai encore rêvé d'elle, a beaucoup compté pour vous. Oui. C'est un des choix que vous auriez pu faire aussi. Oui, et puis c'est à un moment à Europe où j'étais avec Jacques Paoli dans le Carré Bleu et où ils sont passés. C'est une des premières fois où j'approchais un groupe de chanteurs comme ça et quand Jacques me donne le 45 tours dans son emballage papier et dédicacé par le groupe et par Joël. C'est magique. Ah bah j'étais comme une poule devant un œuf quoi. C'était hallucinant pour moi. C'était mes débuts dans ce monde assez magique quand même. Et pour en revenir à Véronique Sanson que nous allons entendre tout de suite, Besoin de personne. Quand on remet cette chanson en perspective avec son époque, 72, Besoin de personne, chanté par une jeune et jolie femme qui plus est auteur et compositeur de son œuvre, ça vaut tous les slogans du MLF quand même. Oui. Bien sûr. On l'écoute ? Ah oui, avec plaisir. Besoin de personne, le choix de Jacques Legros dans les chansons de ma vie sur Radio J. Jacques, si vous n'avez vous non plus eu besoin de personne pour être déterminé, bosser comme un fou pour arriver à vos buts dans la vie, il y a quelqu'un qui vous a tendu la main à Europe 1, un certain François Chalet. J'aimerais que vous nous en parliez. C'est très joli ce qui se passe avec lui. C'est assez unique et c'est totalement improbable aujourd'hui. C'est que pour moi c'était un modèle. J'adorais sa distance, sa voix, son autorité, l'intelligence de ses questions. Oui. Bon. Et de ses critiques aussi. Et de ses critiques, bien sûr. Toujours brillant. Bien sûr. Puis c'est un homme brillant. Et puis, je sais pas, j'étais attiré par cette voix unique. Et donc, je rêvais de le rencontrer. Donc, je traînassais du côté de la rue François 1er, d'Europe 1, numéro 1 à l'époque. 26 bis rue François 1er. Voilà, exactement. Et j'ai rencontré tout le monde sauf lui. Donc, je rentre chez moi et je me dis, mais pourquoi ? Non, je ne me dis rien du tout d'ailleurs, parce que instinctivement, je prends l'annuaire papier à l'époque, je regarde à François Chalet. Et vous le trouvez ? 16 rue de l'Assomption, je n'oublierai jamais cette adresse. Il n'était pas sur la liste rouge. Non. Et je vois François Chalet. Donc je fais le numéro avec le cadran à trous, vous savez. Et puis, allô, et je reconnais évidemment cette voix unique. Et je me dis, enfin bref, vous êtes François Chalet, mais oui, bien sûr, etc. Et je lui raconte que moi, je rêve de le rencontrer, que j'ai pas réussi jusque-là, que je vais être journaliste et tout. Ben, il me dit, venez ce soir, la nuit est à nous. Et qui est animé avec Christian Barbier. Avec Christian Barbier, oui. Qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, effectivement. Et donc, je me suis pointé le soir à 22h, je sais plus, à Europe numéro 1, et je les ai rencontrés. Et il vous présente comme un futur confrère. Oui, à Mireille Darc, à tout le monde. C'est vraiment joli, ça. Un futur confrère. Là, j'étais tout gêné. Et son épouse me tend une coupe de champagne. Elle vous reçoit, donc. Elle me reçoit avec une élégance infinie. C'était des gens élégants. Jacques, vous croyez au hasard ? Je vous explique pourquoi je vous pose cette question. On est sur Radio J, radio culturelle et cultuelle. Et donc, il y a un passage obligé, c'est ma question Jacques Chancel. Et Dieu dans tout ça. Le hasard, c'est le doigt de Dieu, c'est quoi pour vous ? Je suis athée. D'accord. Je suis anticlérical. Mon père me faisait traverser la rue quand on croisait un curé. C'est une bonne base. Ça commençait pas mal. Pour moi, Dieu, il est dans l'homme. Donc le hasard, il existe vraiment. Vous savez qu'il y a toute une théorie qui vous dit que le hasard, c'est Dieu qui se manifeste. Non, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Il y a des destinées, il y a des destins. Vous aviez rendez-vous là, à ce moment-là. Ah, exactement. C'est intéressant. Le hasard n'existe pas, je ne crois pas à l'au-delà. Je pense que si un Dieu à chercher, il n'est pas dans les livres. Je fais une réponse franche. Hein. Oui, tout à fait. Il n'est pas dans les livres, il est sur Terre, il est à l'intérieur des hommes. Et c'est à soi-même d'avoir un comportement digne d'un éventuel Dieu.
C'est une très jolie réponse. C'est une très jolie réponse. Jacques, on va continuer avec un autre bel artiste. On l'évoquait à l'instant en évoquant Véronique Sanson. C'est Michel Berger dont vous avez choisi Quelques mots d'amour. Chanson qui est sortie en 1980 sur le même album que La groupie du pianiste. Et cette chanson ayant été le premier succès de Michel Berger. Chanteur. Il souffrait, il était derrière, il écrivait des jolies chansons pour plein de gens, pour France Gall, pour Françoise Hardy. Et puis lui, il avait réalisé les albums de Véronique Sanson, comme on vient de le dire. Et puis lui, enfin, avec cette chanson, avec La groupie du pianiste, et puis juste derrière Quelques mots d'amour, il devient chanteur à part entière. Cette chanson, elle évoque quoi pour vous ? Dans cette grande ville où les docteurs greffent des cœurs. Oui, c'est magnifique. Je pense que ça résume beaucoup de ce que sont devenus les grands centres urbains. Il y avait une autre phrase que j'aime beaucoup, mais elle n'est pas de Michel Berger, mais de Jacques Brel, c'est métro rempli de noyés. Oui. C'est ce qu'est devenu la ville aujourd'hui, la société beaucoup. Et si quelque chose doit m'inquiéter à mon âge pour mes enfants, c'est ça, ces villes remplies de noyés, qui ne savent même plus pourquoi ils sont dans cette ville, et qui ne savent même plus quel sens donner au fait d'être là, jusqu'à ce que le destin les rattrape négativement, et où là, ils vont commencer à se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, il faut se les poser très tôt. Parce que la vie est précieuse, on ne sait pas quand elle va s'arrêter, et si on n'exploite pas toutes les valeurs du monde dans ces moments-là, dans ce moment-là, on risque de mourir frustré. Oui. Votre fils Gabriel veut embrasser une carrière artistique. Vous, en tant que papa, vous le vivez comment, ça ? C'est fabuleux. Vous le poussez ? Oui, mais toute ma vie, Frédéric, on m'a dit, c'est pas pour toi. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Tu vas pas y arriver, tu vas te casser la figure, tu vas machin. Donc vous faites tout l'inverse. Moi, je fais tout l'inverse. C'est génial. Mais ça me paraît tellement naturel. Il a la vie qu'il se fait. Il se trouve qu'il a du talent et qu'il est pas bête, donc forcément ça aide. Et qu'il est fait pour ça. Et qu'il est fait pour ça. Donc moi, je l'aide. Voilà, tant que faire se peut. Parfois, ça coûte un peu cher, mais je l'aide quand même. Quand on aime, on ne compte pas, Jacques. Oui, c'est ça. Non, mais avec sa maman, on est là pour l'aider, le supporter. C'est pas nous qui lui avons dit déjà dans la voiture, petit, en allant à l'école primaire, il chantait à tue-tête. Oui, c'est son truc. Voilà. C'est son truc. Et c'est son truc. Et avec un papa qui aime la musique et qui en parle comme vous en parlez, ce n'est pas très très étonnant. Non, et en même temps, ça ne l'aide pas forcément parce que lui, par exemple, le monde des vedettes, ça le laisse totalement insensible. Indifférent. Ah, mais complètement indifférent. Il vedettariat et tout, c'est pas ce qu'il recherche. Lui, il veut faire de la composition musicale. Ce qu'il Son veut, rêve, lui, c'est faire des musiques de films. Alors, parfois, je lui dis, mais écoute, tu chantes tellement bien que c'est peut-être un peu dommage, un petit peu réducteur. Ouais, mais il peut tout faire. Non, je vais tout faire. Regardez, Michel Berger, il a écrit pour les autres, il a composé pour le cinéma, notamment la BO de Tout feu, toute flamme de Jean-Paul Rapneau, qui était un petit bijou de BO, je pense à celle-là, entre autres. Et puis, bon, il a quand même redonné, il nous a aidé à comprendre qu'en France, la comédie musicale n'était pas un art juste réservé à l'outre-Manche et à l'outre-Atlantique. Starmania, quand même, il fallait le faire. Oui. Ça a fait toujours le voyage en sens inverse. Et c'est toujours là. Et 40 ans après, et 50 ans après, on célèbre toujours ça. Oui. Michel Berger, j'en reviens à lui 2 minutes, vous ne l'avez jamais eu à votre micro, je crois. Jamais. Vous rappelez de ce que vous faisiez le jour où la France entière, le 2 août 1992, a appris son décès ? Oui, je crois que j'étais dans le sud. À Port-Grimaud. Un peu en vacances, je crois. Oui, je m'en souviens très bien. En tout cas, j'entends encore le flash. Ouais. Michel Berger, on va l'écouter dans son art avec cette magnifique chanson, une de ses plus belles. Je vous rejoins tout à fait. Quelques mots d'amour, on l'écoute. Oui. Quelques mots d'amour, le choix de Jacques Legros dans les chansons de ma vie. Jacques, pour finir notre voyage je reprends. Jacques, pour finir notre voyage en chanson, nous allons partir pour une destination qui vous est très chère, je crois. Qu'est la Corse ? Ah oui. C'est votre petit paradis ? Et la Corse, c'est un concentré de toutes les beautés de la terre et du monde. C'est une île avec ses problèmes d'île, insulaire. C'est jamais facile, une île.
mais qui possède sa langue, qui possède sa culture, éminemment belle et respectable. Et c'est une île aussi qui a su se défendre de l'invasion bétonnière. Et ça, c'est bien. Donc c'est une île qui, pour moi, à chaque fois qu'on va quelque part dans le monde, évidemment, il y a des choses magnifiques en Thaïlande, partout, mais à chaque fois, on se dit, mais quand même, là, c'est quand même très très beau, très varié, sur un territoire de deux entités, on va dire, nord et sud. Vous avez toutes les beautés du monde. C'est une île où vous aimeriez un jour aller vous reposer? Je pense que c'est en cours. C'est en cours, ça y est. La maison est en construction, ça y est. Alors, pour chanter la Corse, vous avez choisi un chanteur qui nous a quittés il y a un peu plus d'une année. Pas très longtemps, oui. Petru Gelfucci, oui, qui chante Corsica. Je ne connaissais pas, je vous avoue, j'ai écouté ça avec beaucoup de plaisir. Parce qu'on écoute plus souvent la chanson de Patrick Bruel. Oui. Et avec, j'ai oublié, mais bon, il y a une autre version de Fiori Patrick. De Patrick Fiori, bien sûr. Et Patrick Bruel. Je crois que Don Bruel n'était pas là, c'est Patrick Fiori. C'est Patrick Fiori, oui, tout seul. avec, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Patrick Fiori avec Imouvrini qui a repris cette chanson. Peut-être. Il me semble. Oui. Ce c'est chanteur, une très belle version aussi. Bien sûr, mais Petru Gelfucci, il a été à l'origine du renouveau de la polyphonie corse. Exactement. Il a joué un rôle extrêmement important dans le développement de cet art et de cette musique sur son île, mais pas que sur son île. En fait, ce chanteur, ce qui est assez étonnant, c'est vrai que sur le continent, on le connaît pas beaucoup, mais au Canada, c'est une star. Au Canada, comme quoi vraiment nul n'est prophète en son pays. Oui. Il a obtenu un disque d'or au Canada, il a fait des tournées à guichet fermé au Canada. Nous, c'est vrai que en Corse, oui, bien sûr, c'était... Oui, mais pas sur le continent. Et pas sur le continent. Comme quoi... effectivement, encore une fois, je me répète, mais nul n'est prophète en son pays. Et c'est vrai que nos cousins québécois sont peut-être parfois un peu plus curieux des gens qui défendent justement quelque chose, un patrimoine qui leur est propre, qui défendent ça avec énormément de talent. D'ailleurs, on va l'écouter. Corsica. C'est une musique symphonique, Corsica. Là aussi, d'une certaine façon. Ça fait penser à une écriture symphonique. Effectivement. Même si ça n'en est pas, mais c'est ce qui la rend magnifiquement belle. La polyphonie, petit montage, la polyphonie, merci, la polyphonie, c'est déjà une écriture à plusieurs voix. Donc c'est déjà quelque chose qui relève de l'écriture symphonique. On l'écoute ? On l'écoute. Corsica, Petru Gelfucci. Merci Jacques pour ce petit détour par la Corse. Et merci vraiment pour ce joli moment que nous avons passé ensemble. Je rappelle le titre de votre livre que j'engage vraiment les futurs journalistes à lire, mais pas que. Jacques Legros, derrière l'écran, aux éditions du Rocher. Je crois qu'on vous retrouve très très vite au 13h. À partir du 27 février, oui. Une question que je pose à tous mes invités, et quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour ? Les rencontres. Des rencontres extraordinaires. C'est votre richesse, ça. Pas forcément avec des gens connus, au contraire même, plus souvent avec des inconnus, mais qui m'ont fait grandir dans ma tête et dans mon cœur. Merci beaucoup Jacques, merci, à très vite. À très vite.